Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h03. Je pense que c'est un bon moment pour ouvrir cette conférence. Pour ceux qui nous rejoignent juste, je vous remercie de votre participation. Les panélistes vont nous rejoindre dans quelques instants. Je vais commencer par présenter un petit peu l'association Français du Monde ADFE. Nous sommes ici côté Tokyo, mais aussi soutenus par nos amis de Kyoto, dans une association qui est représentative des Français de l'étranger. L'intérêt d'une association représentative, c'est de permettre à une diversité, une pluralité de points de vue de s'exprimer. Et l'objet de la conférence de ce soir, qui est de choisir l'électricité verte au Japon, est un sujet qui nous a semblé vraiment important. Donc, on a réussi à trouver un certain nombre de gens qui vont nous parler de ce sujet. Avant de rentrer dans le vif, je voudrais rappeler les activités de Français du Monde ADFE. Nous préoccupons de questions essentiellement ayant trait à la culture et aux aspects sociaux de la vie des Français de l'étranger et de notre vie ici dans le contexte japonais. L'une de nos activités les plus connues, c'est la bouquinerie solidaire que nous tenons de manière assez régulière au marché de la Kagurazaka, mais qui en ce moment a essentiellement migré ses activités sur Internet. Et je vous invite à aller voir le site bouquinerie.jp sur lequel vous pourrez commander des livres d'occasion. Vous pouvez également en donner. Donc, on a dans l'ensemble une préoccupation de l'économie circulaire et de s'assurer qu'on puisse bien faire fonctionner la vie de tous les jours dans le respect de notre environnement et de notre cadre de vie. Ce soir, il s'agit de parler des modes de production de l'électricité verte. Le Japon est dans une situation un petit peu particulière et notre premier panéliste, Guillaume Durieux, va nous parler des modes de production qui permettent d'avoir un impact plus mesuré sur l'environnement. Notre deuxième intervenant, Alexandre Plagnard, nous parlera de Minaden-Roku, qui est un exemple d'opérateur d'électricité verte ici. Notre troisième intervenant, François Roussel, qui est notre conseiller des Français de l'étranger en ce moment, parlera des différents producteurs d'électricité et de son expérience en tant que consommateur de s'abonner et de changer son abonnement pour un contrat vert. Nous demanderons ensuite à Aline Koza, qui nous appelle depuis Tokyo, son expérience qui est passée par une coopérative de consommateurs. Et enfin, Cédric Bertrand nous parlera d'un autre mode d'abonnement, également par un achat groupé, mais un mode différent, qu'il a utilisé à Tokyo. Nos 30 dernières minutes seront consacrées à vos questions. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à utiliser le système de questions-réponses. Les panélistes garderont un œil sur vos questions et pourront y répondre au fur et à mesure de leur présentation ou bien pendant cette dernière phase à partir de 21h. Il me reste à vous remercier une fois de plus de participer à cette conférence. Je suis vraiment très heureux d'accueillir la cinquantaine de personnes qui nous ont rejoints ce soir. Le sujet est important et je souhaite passer la parole à François Roussel qui va vous parler à Guillaume Durieux qui va vous parler des modes de production. Guillaume, je te donne la caméra. Excellent. Bienvenue, Guillaume. Non, j'ai pas l'habitude de Zoom.
Tac. Et donc, voilà. Et donc, ce dont je voulais parler, c'est, vous voyez bien les diapos? Tout va bien, tu peux y aller. Oui. Voilà, donc c'est pour parler des énergies vertes, mais des énergies aussi au sens général, parce que toutes ne sont pas vertes, et donc c'est de voir un petit peu par rapport à comment l'énergie est produite aujourd'hui, quelles sont celles qui peuvent être dites vertes et renouvelables. Et en fait, c'est un monde qui est très, 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 très complexe. Euh, euh, Parce que voilà, enfin, si on se pose la question de énergie verte ou renouvelable, il y a la question de l'impact environnemental à court ou à long terme dont il faut se poser. L'abondance de la ressource et de son renouvellement, et donc si elle ne se renouvelle pas, elle est donc non renouvelable. Il y a l'impact des installations, enfin, il y a plein de questions à se poser sur la question de l'énergie. Mais au final, par rapport aux différents moyens de production que je vais présenter, aux différents moyens de production d'énergie que je vais présenter ensuite, on verra que c'est assez clair. Je tiens par contre à dire que, enfin voilà, ça n'engage que moi, enfin ce que je vais dire. Donc, si on parle des hydrocarbures, enfin des énergies carbonées, parce que donc pétrole, gaz, charbon, voilà, enfin, on connaît les réserves. C'est une technologie de production d'énergie qui est mature, de faire brûler du carbone pour faire de la chaleur. Après, il y a aussi le biogaz, donc produit par la fermentation des déchets et qui a donc un impact plus réduit puisque ça se régénère. Mais ces énergies ont un problème avec les émissions de CO2 et donc le changement climatique. Et puis en plus, surtout si on parle pétrole et gaz, et donc les réserves sont limitées et géographiquement limitées aussi, ce qui induit des problèmes géopolitiques. On l'a vu dans le détroit d'Ormuz dernièrement avec des bateaux qui ont été attaqués. Pour le nucléaire est une question qui peut être un peu touchy, parce que oui, le nucléaire, pour faire bouillir de l'eau, c'est une manière propre de le faire qui ne met pas de CO2. Mais en fait, il y a plein de questions qui se trouvent derrière, donc d'où on trouve l'uranium et les risques industriels. Nous sommes au Japon et nous l'avons vu avec la catastrophe de Fukushima. Puis bon, il y a eu Tchernobyl avant, Three Mile Islands aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en cas de catastrophe nucléaire? C'est enfin une usine qui explose, voilà, peut-être que sur les 10 km, 15 km alentours, il y aura des vitres cassées et des bâtiments abîmés. Quand on a une catastrophe nucléaire, c'est plus que ça et c'est pour beaucoup plus longtemps que ça.
Donc, il y a aussi la gestion donc, des déchets et du démantèlement. L'industrie nucléaire génère des déchets à haute activité et à vie longue qu'on devra gérer pour 100 000 ans. Et les pyramides d'Égypte en ont 6 000 à peu près. Risque géopolitique toujours, parce que même si on dit que le nucléaire en France, c'est l'indépendance énergétique, je n'ai pas connaissance de mines d'uranium en France. Et puis, il y a le fait aussi que ce soit vraiment, enfin, qu'avec le nucléaire, on fait donc des centrales qui sont très, très puissantes. Et donc, l'énergie doit être décentralisée partout. Et donc, en fait, on estime, enfin, dans les estimations que j'ai lues, c'est qu'en France, 2% de l'électricité, en fait, se perd dans les fils pour chauffer les moineaux et tous les autres oiseaux qui se posent, qui se posent sur les fils. Et pourquoi pas avoir une politique différente sur l'énergie. Ensuite, donc, sur des énergies plus renouvelables, il y a le solaire photovoltaïque. Donc, le soleil, il se lève tous les jours. Pas forcément, enfin, quand il y a des nuages, oui, on ne le voit pas forcément. Et puis, il y a certaines régions qui ne le voient pas en fonction de la saison. Mais donc, c'est d'utiliser l'énergie du soleil. Et ça peut être installé soit dans des fermes, ce qu'on peut appeler des fermes photovoltaïques, comme on peut voir sur la photo, où c'est un grand champ avec que des panneaux solaires. Soit ça peut être installé sur les toits des maisons et ça permet d'avoir peut-être une production un peu plus locale. Et au Japon, notamment, par le changement de la population, le changement des rythmes de vie, tout ça, il y a un certain nombre, notamment dans le Tohoku, de terrains de golf, en fait, qui sont transformés en farm solaire, puisque de toute façon, le travail de terrassement avait déjà été fait auparavant. Et donc, ce qui permet d'installer les panneaux assez facilement. Ensuite, le problème, parce qu'il ne faut pas non plus oublier les inconvénients, c'est que donc, le photovoltaïque nécessite du silicium, de l'argent, qui sont donc le silicium, quelque chose qui est assez, sa fabrication est un peu énergivore, et puis l'argent n'est pas non plus la matière la plus présente, mais le bilan global est positif. Et puis après, ce que je mets, c'est qu'il y a la guerre commerciale pour la fabrication des panneaux. Il y a des tensions commerciales depuis quelques années entre l'Europe et la Chine sur sur cette question. Mais en tout cas, le photovoltaïque reste positif d'un point de vue énergie. Sur le solaire auquel on pense moins, c'est le solaire thermique, qui est en fait d'utiliser
l'énergie du soleil pour chauffer. Donc, ça peut se faire aussi à l'échelle de la maison, mais il y a quelques centrales qui existent aujourd'hui, qui se basent là-dessus, qui concentrent les rayons du soleil sur un liquide qui permettra après de faire tourner des turbines. Et notamment par rapport au photovoltaïque, avec l'inertie de cette énergie, une fois que le liquide a été chauffé, en fait, il peut continuer à produire de l'énergie, même quand c'est la nuit, en fait, même quand il n'y a plus de rayons, de rayons solaires. Donc, par rapport à quand on dit que ben voilà, il n'y a pas de soleil, les centrales s'arrêtent. En fait, il y a des systèmes pour qu'on ait encore de l'énergie, même quand le soleil, même quand la nuit est tombée. Le problème après, c'est pour ce type de centrale, c'est la taille que ça prend en surface. Ensuite, voilà, donc l'éolien. Bah, le vent, il souffle. Qu'il s'agisse du jour, de la nuit, pardon. Le vent souffle et en plus, c'est une énergie qui est utilisée depuis des siècles. On n'a qu'à penser aux moulins présents en Nouvelle-Zélande, pas en Nouvelle-Zélande, en Hollande, aux Pays-Bas, qui servent à maintenir les polders et puis on utilise aussi les moulins pour faire de la farine. Enfin, c'est une énergie qui a été comprise depuis très longtemps. Alors, l'un des inconvénients, c'est voilà, l'impact sur le paysage, mais qu'est-ce que je préfère avoir une éolienne dans mon jardin ou une ligne THT, donc très haute tension, qui va dévisager mon paysage. Donc, c'est voilà. Il y a une balance à voir là-dessus, et sachant que c'est une énergie qui est utilisée depuis longtemps, qui est maîtrisée. Il y a, comme je dis, sur l'éolien maritime, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue technique, mais ça reste une énergie, comme je commence la diapo, le vent souffle. Enfin, donc sur l'hydraulique, donc en haut à droite, c'est une image qui me plaît beaucoup puisque c'est celle du lac du lac du Mont-Cenis dans les Alpes. Donc en fait, en France, environ 10% de l'électricité est produite par l'énergie hydraulique. Donc, c'est de faire des barrages et d'utiliser la différence d'altitude, de faire couler de l'eau pour faire tourner les turbines. Mais l'énergie hydraulique a aussi le fait justement de pouvoir être capable quand le niveau du barrage est un peu bas, en fait, si on produit trop d'électricité par rapport à d'autres moyens de production, en fait, de renvoyer de l'eau dans le barrage pour après être capable de produire de l'électricité comme ça.
Et en plus, ça permet, l'utilisation des barrages a permis de montrer que c'était intéressant pour lisser le débit des cours d'eau, enfin, dans une politique, on sait, enfin, on peut vider un barrage en attendant qu'il se remplisse parce qu'on sait qu'on va avoir des pluies qui arrivent. Le problème, donc, pareil, ben voilà, sur le Mont Sny, quand ils ont construit le barrage, ben, en fait, il y avait un village en bas. Donc, en fait, il y a des destructions d'endroits de vie, d'écosystèmes. Euh, Celui du Mont-Sny est un petit exemple. Le barrage des Trois Gorges en Chine, ou je ne me souviens plus du nom, mais le barrage aussi, le gigantesque barrage qui est en construction ou déjà construit au Brésil, c'est pareil, c'est que ça fait des déplacements de population, que ça détruit des écosystèmes, que les barrages doivent être maintenus. Il doit y avoir une maintenance qui est faite. Enfin, comme surtout toutes les autres installations, particulièrement nucléaires. Et puis après, quand un fleuve traverse plusieurs pays, quand un pays décide de créer un barrage pour se fournir en électricité, ça peut poser problème sur les pays qui sont en aval. Et enfin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, c'est le problème avec l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, où l'Éthiopie a décidé, enfin, fini de construire son grand barrage et risque de diminuer le flux du Nil, qui est important pour le Soudan et l'Égypte. Donc, pour conclure rapidement, sur les différents types d'énergie, voilà, donc ben, les énergies fossiles sont non renouvelables à notre temps, à notre échelle, et ne sont pas vertes non plus, puisqu'elles émettent du CO2. Le nucléaire, j'ai écrit non renouvelable et non verte. Alors sur le non vert, il peut y avoir discussion, mais en tenant du cycle entier de la centrale et après de la gestion des déchets, personnellement, voilà, je les considère non vertes, mais en tout cas, elles ne sont pas renouvelables non plus à notre échelle. L'énergie solaire, elle, est renouvelable et verte. En tout cas, on peut toujours discuter sur le côté vert, mais en tout cas, au moins, elle est renouvelable puisque le soleil enfin, voilà, se lève tous les jours. L'éolien, c'est pareil. Et tout de même, et pareil avec l'hydraulique qui, en plus, peut justement servir, comme je l'ai expliqué, de source de stockage. C'est-à-dire que quand on produit trop d'énergie, ben, on peut pomper de l'eau en hauteur dans un lac pour s'en servir plus tard. Et ça évite d'utiliser des batteries qui utilisent plein de produits, enfin, qui utilisent du plomb ou d'autres produits ou du lithium. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire sur l'énergie que, enfin, voilà, il a fallu que je rétrécisse un petit peu. Mais en tout cas, merci pour votre écoute. Merci Guillaume.
C'était vraiment passionnant d'écouter ton analyse des différents modes de production d'énergie. Alors, il est temps maintenant de passer à notre deuxième intervenant, Alexandre Clagnard, qui va nous parler d'un exemple particulier au sein du marché japonais. Guillaume, si tu peux étendre ton partage d'écran, que Alexandre puisse nous rejoindre. Je vais le... Oui, je vous entends bien. Voilà. C'est J'étais bon. en train de trouver les boutons. Bienvenue Alexandre. Et peut-être ce qui serait bien, c'est que tu te présentes en quelques mots avant de Ouais, démarrer ouais, carrément. ta présentation. Donc voilà, tu as la parole. Merci. Bon, bah, merci Raphaël. Et merci Guillaume pour ta présentation. Donc moi je me présente, je m'appelle Alexandre Plagnard. Je suis arrivé il y a 2 ans et demi au Japon. C'était dans le cadre d'un échange universitaire. Donc je suis allé étudier à Toyohashi University dans la Aichi préfecture. Suite à ça, en 2019, j'ai commencé un stage chez Minade Nyoku, que je vais présenter aujourd'hui. J'ai commencé un stage dans le blockchain en fait, où je devais aider en fait l'entreprise à améliorer leur utilisation de blockchain. Donc depuis en fait septembre 2019, je suis employé de Minade Nyoku. Et donc j'ai mentionné la blockchain, sauf que je vais vous parler essentiellement de Minade Nyoku. Donc je vais vous parler de son histoire, de ses objectifs et de son fonctionnement. Donc voilà, donc commençons par le début. Voilà. L'histoire de Mina Denko. Donc tout a commencé suite au terrible accident de Fukushima. Suite à ça, Eiji Oishi-san, le fondateur de Mina Denko, comme beaucoup de Japonais, a commencé à réfléchir en fait à une solution à la problématique énergétique du Japon. Et c'était dit que l'une des grandes solutions pourrait être de se tourner vers l'énergie renouvelable. Il avait aussi à cœur d'apporter en fait un côté éthique à ça. Donc, quand il a voulu fonder son entreprise, il a voulu aider en fait les petits producteurs. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'il pensait que aussi l'un des problèmes, c'est que toute l'énergie est créée par des grandes entreprises et il faudrait mettre en avant plutôt les petits producteurs d'énergie renouvelable. Donc là, je vous ai montré, il y a des petites photos d'une BD qu'on a faite, mais c'est Amin Adman qui sauve une femme qui n'a plus de batterie sur son portable et donc lui présente un petit producteur d'énergie renouvelable. Donc là, c'est du panneau solaire et à la fin permet à ce que la femme puisse avoir de l'énergie à nouveau sur son portable. Donc ça, c'est pour l'histoire. Alors, les objectifs. Alors donc, comme je l'ai dit, le point le plus important, c'est la diffusion et l'expansion des énergies renouvelables. Donc, on suit un peu enfin, on se place en tout cas dans les objectifs de développement durable 7, à savoir énergie abordable, fiable, durable et moderne pour tous. Donc ça, c'est l'un des points importants de notre entreprise. Ensuite, la décentralisation de la production et de la gestion de l'électricité. Donc, c'est vraiment mettre en avant dans ce nouveau système énergétique les petits producteurs qui puissent avoir leur mot à dire dans tout ça. Et donc voilà. Et sinon, après, le soutien des producteurs locaux. Donc, on veut aussi donner le choix à nos consommateurs de choisir les producteurs d'énergie à qui ils veulent, qui veulent soutenir et donc peut-être découvrir des producteurs de leur communauté. Et enfin, on pense que c'est très important aussi de rendre en fait traçable tous les échanges et de montrer en fait tout, donc rendre transparent en fait les échanges en énergie. Donc ça, c'est pour nos objectifs. Alors maintenant, je vais vous parler un peu avec des chiffres. Donc Mina Denyoku est toujours le PDG et Eiji Oishi-san, donc le fondateur. On va bientôt en fait fêter nos 10 ans, donc en mai 2021, donc cette année, on va fêter nos 10 ans. On est basé à Tokyo, donc à Sangenjaya, au sud de Shibuya. Donc le capital, vous voyez, mais sauf que la chose importante, c'est c'est une entreprise qui se porte bien. Donc depuis que je suis arrivé en 2019, l'entreprise a triplé de taille et oui, enfin tout va bien.
Aussi, l'une des choses qui est vraiment importante pour moi, c'est que nous sommes l'entreprise qui a le plus gros ratio de vente d'énergie renouvelable au Japon. Donc ça, c'est quelque chose dont on est vraiment fier. Sinon, j'ai marqué aussi les actionnaires. Donc, on a des grands actionnaires comme par exemple la ville de Yokohama ou alors le PDG. Mais donc voilà. Donc ça, c'est pour les chiffres. Alors maintenant, passons à la partie comment tout marche. Ah, excusez-moi. Ah, non. Donc alors, comment tout ça marche? Les producteurs d'énergie, en fait, produisent leur énergie et renvoient en fait toute cette énergie en fait sur le réseau. Donc, il y a deux manières dont ils envoient l'énergie en suivant en fait soit les contrats FIT, qui ont été des contrats qui ont été créés en 2011 par l'État et qui depuis Minden aussi en crée. Et en gros, c'est des contrats c'est une sorte de crédit pour aider les producteurs au début quand ils mettent en place en fait leur réseau. Et donc, en fait, Minden, après ça, rachète toute cette énergie. Donc, Minden est surtout un opérateur d'énergie renouvelable. Donc, on rachète l'énergie aux producteurs. Avant d'acheter cette énergie, nous choisissons quand même nos producteurs. Donc, nous suivons en fait certains critères pour être sûr que tout va bien. Donc, les différents critères, c'est qu'il n'y ait pas d'impact environnemental, que les producteurs n'aient pas d'impact environnemental. Mais sinon aussi, on ne veut pas qu'il y ait d'impact local. Donc ça, c'est deux critères qui sont importants pour nous quand nous choisissons l'énergie. Suite à ça, en fait, on récupère toute cette énergie et nous présentons en fait les différents choix aux consommateurs. Et les consommateurs nous transmettent leurs préférences et en fonction de ces préférences, nous leur fournissons en fait l'énergie qui sont choisies. Donc il y a différents types d'énergie. Je pense que je vais peut-être vous les citer plus tard, mais donc voilà. Et après ça, en fait, avec l'argent qu'on reçoit des consommateurs, nous renvoyons en fait une compensation aux producteurs et nous aidons aussi à la maintenance. Donc, je pense que pour les petits producteurs, nous aidons pas tout le monde pour la maintenance, mais ça dépend, il y a différents cas, mais bon. Et sinon aussi, ce que nous apportons aux consommateurs et aux producteurs, c'est une transparence et le traçage en fait des différents échanges, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer un petit exemple avec ces différents diagrammes. Donc, voilà deux diagrammes. Donc, le diagramme du dessus, c'est la vue du consommateur et le diagramme du dessous, c'est la vue du producteur. Donc, comme vous voyez, le producteur peut voir en fait en rouge l'énergie qu'il consomme, qui est d'énergie solaire, et en jaune de l'énergie éolienne. Donc, il peut voir en fait, là c'est pendant toute une journée, il peut voir en fait toutes les 30 minutes toutes ses consommations d'énergie et d'où vient son énergie. Et de l'autre côté, il y a la vision du producteur. Donc, le producteur peut voir en fait les différents consommateurs à qui il fournit l'énergie. Donc, c'est le côté en fait humain qu'on veut aussi apporter avec l'entreprise. C'est donc apporter en fait un rapprochement entre les producteurs et les consommateurs pour qu'ils puissent savoir se connaître. Et, donc voilà, c'est aussi l'un des points importants de Minden. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques consommateurs, enfin différents consommateurs qu'on a. Donc, on touche à des différents areas, comme par exemple les restaurants, les supermarchés ou les hôpitaux. Donc, dans les hôpitaux, j'ai un exemple, c'est la clinique de Yakuju qui a comme conviction que des gens en bonne santé, ça va avec une société saine et intersaine. Donc, tous les consommateurs qu'on a accordent une importance importante dans la préservation de l'environnement et la contribution sociale. Dans les contributions sociales, il y a aussi les écoles et les universités. Donc, il y a ce côté pédagogique que les écoles veulent apporter en fait, à leurs étudiants. Donc, apprendre aux élèves l'importance de l'énergie renouvelable dans la problématique du changement climatique. Et aussi, ils ont pour but de sensibiliser les parents par rapport à l'énergie renouvelable. Enfin, il y a aussi le fashion et les municipalités. Donc, dans la municipalité, il y a différentes régions qui utilisent aussi l'énergie de Minato-Yokoku. Donc, dans les exemples, je crois qu'il y a Kanagawa Prefecture ou Yokohama qui utilise
l'énergie renouvelable. Donc voilà, donc, je vais passer à la suite. C'est la liste des différents clients, partenaires commerciaux qu'on a. Donc, on a des grands partenaires commerciaux comme Patagonia, Beams ou Mitsubishi. Et donc, ces partenaires sont 10% de tous nos consommateurs. La plupart de nos consommateurs sont des petits consommateurs. Et donc, voilà. Donc, on touche à tout le monde. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes offres que Minadinco propose. Donc, il y a deux offres qui sont le plan standard et le plan premium. Donc, dans le plan standard, l'énergie qu'on va vous fournir sera 75% de l'énergie renouvelable et le reste sera tout type d'autres énergies. Et le plan premium, c'est 100% d'énergie renouvelable. Donc, on fait partie des seules entreprises qui proposent 100% d'énergie renouvelable. Avec ces deux plans, vous pouvez aussi avoir accès à cette traçabilité. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes les transactions, tous les échanges qui ont été faits, qui sont enregistrés sur la blockchain. Vous pouvez aussi avoir accès, avant de vous inscrire, à des simulations que vous pouvez faire en fait, pour estimer le prix de la facture que vous aurez à payer. Vous pouvez aussi, alors le contrat durera pendant 1 an et vous pouvez en fait résilier à tout moment, il n'y a aucun frais. Sinon, nous proposons aussi à certains week-ends des rencontres avec les producteurs. Donc, vous pouvez aller directement en fait dans les endroits de production, dans les réseaux de production, pour voir comment l'énergie est produite et aussi rencontrer les gens pour parler un peu de leur vie. Et donc, sinon, après, c'est pour plus d'informations, vous pouvez toujours me contacter ou toutes les informations sont sur le site. Malheureusement, le site n'est pas encore en anglais, mais on compte bientôt changer ça et mettre une partie anglaise pour féliciter à tout le monde avec ces informations. Et l'autre chose à savoir, c'est que l'énergie, enfin le coût est peut-être un peu plus cher que les grandes entreprises comme des grandes entreprises, mais pas si loin que ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire des simulations sur Internet. Donc, merci de m'avoir écouté et je pense que je vais passer. Enfin, si vous avez des questions sur la blockchain, vous pourrez me poser des questions dans la partie questions. Et voilà tout. Merci Alexandre. Merci Alexandre. Donc, enfin, vraiment très intéressant de t'avoir ici pour nous parler de cet opérateur particulier. Le prochain intervenant va être notre conseiller français de l'étranger, François Roussel, qui va nous parler de la façon dont il est possible de s'abonner, mais avant cela, du paysage des producteurs d'électricité au Japon. Donc François, je te cède la parole. Merci Raphaël, merci à tous. Bonsoir à tous et toutes. Donc je suis ici principalement en tant que consommateur d'électricité verte, mais on m'a demandé de faire une petite présentation plus générale pour l'introduction. Donc on arrive dans la partie très pratique de cette visioconférence. Pour commencer, simplement quelques petites généralités sur l'électricité au Japon, mais ça va aller très vite. Ce sont des documents que j'ai trouvés sur Internet qui sont en japonais. J'essaie de mettre du français simplement. Actuellement, au Japon, quand on consomme de l'électricité, les 3/4 sont de l'électricité carbonée. Comme vous le savez, la plupart des centrales nucléaires sont actuellement en sommeil au Japon. Donc, si on consomme de l'électricité, on est sûr de fabriquer des gaz à effet de serre. Et puis, un phénomène un peu particulier au Japon, puisque le nucléaire est en sommeil actuellement, les énergies renouvelables représentent actuellement 3 fois plus d'électricité que le nucléaire, avec 18%. Mais c'est quand même une toute petite minorité. Alors, quel est l'impact de la consommation électrique de chaque famille, de chaque foyer sur les gaz à effet de serre? Alors, voici une statistique de 2019 aussi, où on voit que chaque foyer, alors en moyenne, c'est c'est 2016, c'est la dernière statistique qui était disponible, la production, chaque famille produit en moyenne 4,5 tonnes de CO2 par an, et sur
la production, les émissions de gaz carbonique de chaque famille, 51%, et 50,9% viennent de l'électricité. Donc, l'abonnement électrique, le choix qu'on fait dans sa consommation électrique n'est pas du tout anodin, mais ça va jouer sur, pour chaque famille, sur la moitié de son impact, de son empreinte carbone, on pourrait dire. Alors, bon, pour illustrer le fait que l'électricité, ça fait du carbone, vous avez par exemple une association qui a calculé pour les opérateurs historiques combien de CO2 on fabrique chaque fois qu'on consomme un kilowattheure. Par exemple, si vous êtes à Tokyo et si vous êtes simplement à Tokyo Denryoku, donc à TEPCO, chaque fois que vous consommez un kilowattheure, vous produisez 462 grammes de CO2. Je dis les opérateurs historiques parce qu'il s'est passé exactement la même chose au Japon que ce qui s'est passé en Europe il y a quelques années. Au Japon, c'est en 2016 que le marché de l'électricité a été libéralisé, c'est-à-dire que alors que les compagnies électriques s'adressant aux particuliers étaient jusqu'ici monopolistiques sur chaque région, des petites différentes compagnies ont pu se créer. Il y a une concurrence qui a été introduite dans le marché de l'électricité aux particuliers. Mais c'est très récent, c'est en 2016. Alors, on a eu le temps de s'en apercevoir un petit peu parce qu'il y a beaucoup de publicité pour acheter l'électricité chez le producteur de gaz, etc. Mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas encore bien pris conscience qu'on a vraiment le choix de nos contrats et en particulier qu'on a le choix de prendre des contrats qui sont sans impact carbone. J'ai fait un résumé, mais je pense que je vais aller vite parce qu'il est déjà 20h44. Bon, le monde entier est fixé sur les objectifs de l'accord de Paris, qui est destiné à essayer de limiter le réchauffement climatique à une moyenne de 1,5 degré. Pour entrer dans cet objectif, le gouvernement Suga a fait une annonce un petit peu extraordinaire. Jusqu'ici, le Japon disait on y arrivera dans la deuxième moitié du 21e siècle. Le Premier ministre a déclaré en octobre dernier que le Japon avait l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, un des moyens, c'est de décarboner l'énergie et de décarboner l'électricité. Alors, bien sûr, comment ça marche? J'ai fait une explication, mais évidemment, je pense que tout le monde l'imagine. L'électricité qui est dans nos fils électriques, elle ne vient pas directement d'une centrale hydroélectrique ou d'une éolienne. Elle est mise sur le système, le circuit, il est commun. Donc, chaque électron qui passe, il ne vient pas précisément de l'énergie verte, mais quand on achète son électricité avec un contrat qui garantit que 100% de l'électricité qu'on utilise est verte, ça veut dire que l'opérateur a acheté autant de volume que nous on a consommé à un producteur qui produit l'électricité verte, c'est-à-dire sans impact sur l'environnement et en particulier sans émission de gaz à effet de serre. Il y a tout un système, je ne vais pas aller dans les détails, mais il y a différents systèmes, il y a un marché pour acheter de l'électricité verte. Alors, il y a des termes que je ne vais pas préciser, mais ça peut être des crédits à valeur non fossile, des J-crédits, des certificats d'énergie verte. Je les ai mis ici parce qu'ils sont dans le tableau qu'on verra après. Je voulais simplement signaler aussi qu'il existe une ONG qui, de façon mondiale, met des notes, met des scores aux sociétés, en particulier aux sociétés qui fabriquent de l'électricité verte. Cette organisation, donc Carbon Disclosure Project, qui est basée en Grande-Bretagne, est un peu la référence pour les standards de l'électricité sans impact carbone. Et je vais présenter maintenant plus d'une quinzaine de contrats sans émissions de gaz carbonique, mais seulement 3 sociétés japonaises qui vendent, et dans ces 3 sociétés, il n'y en a que 2, il n'y a que 2 compagnies électriques japonaises qui vendent de l'électricité aux particuliers, qui sont agréés par cette ONG qui est un petit peu la référence sur l'énergie verte, l'électricité verte. Et dans ces deux compagnies, il y a Minna Denryoku et Grina. Alors, le document, je voulais juste vous montrer, on ne va pas faire un exposé sur le document, c'est pour vous dire qu'il y a 15 contrats de nouvelles compagnies, dans les nouvelles compagnies qui peuvent entrer sur le marché des particuliers depuis 2016, et 4 opérateurs historiques qui suivent le vent, enfin, puisque les gens veulent acheter de l'énergie verte, il faut aussi que tout le monde en fasse. Je voulais simplement
Ce document, on pourra le mettre en accès libre sur le site de l'association et vous pourrez vous le procurer. Les liens sont cliquables, c'est un document PDF au lien cliquable. C'est pour vous montrer que dans chaque région, où que vous soyez au Japon, il y a toujours plusieurs offres de contrats électriques à zéro émission de CO2. J'ai trouvé ça sur un site très bien fait d'une association japonaise, j'ai simplement traduit en français. Donc vous avez 4 compagnies qui sont dans toutes les régions, je vais passer. Il y a une compagnie, pourquoi Minaden Ryoku qui se trouve ici n'est pas dans toutes les régions, parce qu'apparemment, je suis allé vérifier sur le site, mais ils ne sont pas à Hokkaido. Donc si vous êtes à Hokkaido, vous ne pouvez pas apparemment vous fournir chez Minaden Ryoku. Après, il y a d'autres compagnies qui sont spécifiques à certaines régions. Donc vous voyez des compagnies, des contrats qui sont accessibles qu'à Hokkaido, que dans le Hokuriku, plusieurs contrats qui ne sont accessibles que dans le Kanto, et des contrats qui sont accessibles que dans le Kansai. Le but de ce tableau, comme je vous l'ai dit, c'est simplement de vous montrer qu'il y a un choix, et où qu'on soit, on a toujours le choix de prendre un contrat d'électricité 100% verte, et donc en changeant d'abonnement électrique, changer un tout petit peu le monde tout de suite par notre choix de consommateur responsable. Pour aller dans les exemples, puisque je suis un consommateur qui a franchi le pas, je vais commencer simplement en disant que je suis personnellement, par hasard, j'avais lu un article de journal qui m'avait appris que ça existait. Je suis à Minaden Ryoku depuis 3 ans maintenant, et je vais être le premier des 3 témoignages de consommateurs d'électricité verte. Pourquoi j'ai franchi le pas il y a 3 ans? Une des raisons, c'est que ça n'existait que depuis 2 ans à l'époque. Une autre raison, c'est un choix qui signifie un petit peu, comme tout à l'heure l'a dit Alexandre, c'est un petit peu plus cher que les contrats classiques. Je dirais, moi j'estimais que c'était entre 5 et 10% plus cher. Donc je ne pouvais pas, être éco-responsable, c'est bien, mais il faut avoir un tout petit peu de marge de manœuvre dans son budget. Moi, ça a correspondu au moment où mes 2 enfants avaient quitté le lycée français, que je ne regrette pas d'avoir choisi et qui est formidable, mais qui fait que le budget de la famille, il était à zéro à chaque fin de mois, donc on ne pouvait pas se permettre en plus d'être éco-responsable. Dès qu'on a eu un tout petit peu de marge, on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire, et il me semblait que l'électricité, c'est la priorité, donc on a choisi un contrat d'électricité verte. Et pour dire, si on lit le japonais, alors ça va certainement changer bientôt, mais si on lit le japonais, s'abonner à Minaden Ryoku, c'est extrêmement facile. Tout se passe en ligne. On n'a pas besoin de voir quelqu'un, de remplir de papier. On n'a pas besoin de téléphoner. Ça se fait en ligne et en quelques jours, tout est fait. On a besoin de rien faire d'autre que de remplir un formulaire en ligne. C'est très simple, c'est très simple. Ensuite, en ligne ensuite, alors moi je sais qu'on peut choisir son producteur, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps d'aller voir. Mais ce qui est intéressant, c'est que Minaden Ryoku donne des graphiques. Alors vous avez ici par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé combien j'étais en train de consommer d'électricité, donc la maison, les 30 dernières minutes, on avait consommé 1 kWh. Puis pour chaque année, on peut voir si on consomme plus ou moins que l'année précédente. Là, j'ai mon graphique de 2020, où je vois qu'en 2020, j'avais consommé l'été 2020, j'ai consommé plus que l'été 2019, par exemple. Pour chaque mois, on peut aussi voir la consommation chaque jour du mois. C'est janvier 2019. Et puis pour chaque jour, on peut voir aussi un graphique de sa consommation demi-heure par demi-heure, 30 minutes par 30 minutes, et avoir un graphique de sa consommation chaque jour. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire simplement que je suis un consommateur heureux de Minaden Ryoku, et je suis très, très content d'avoir pu rencontrer aujourd'hui quelqu'un qui y travaille en plus. Et je donne la parole aux 2 autres témoignages. Merci François. Alors, après toi, nous allons demander à Aline Cosa, qui a fait un choix un petit peu différent pour son électricité verte. Aline, est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, bonsoir. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et puis un grand merci à Guillaume et Alexandre et François pour ces exposés vraiment très, très intéressants qui, j'espère, inciteront beaucoup de personnes à franchir le pas et changer de fournisseur d'électricité. Nous, ça fait aussi 3 ans, en fait, c'est à la même époque que François, en mars 2018, qu'on a décidé de changer de fournisseur. Moi, ça faisait déjà un moment que je voulais changer, faire quelque chose, utiliser plutôt nous diriger vers l'électricité renouvelable.
Et pour mon mari, ça a été un autre déclencheur, en fait. C'est en mars 2018 que Kansai Daimyoku, la KEPCO, a donc décidé de remettre en marche deux réacteurs à Fukui, de la centrale nucléaire OI. Et Fukui, c'est vraiment la préfecture voisine. Nous, à vol d'oiseau, on est à moins de 80 km de la centrale de Fukui. Donc, si jamais on touche du bois, on espère qu'il n'arrivera rien, mais si jamais il arrive quelque chose, ben, on est directement concerné, en fait. Donc, on s'est dit, on va changer. Et puis, donc pour ma part, c'était plutôt un désir au départ d'énergie renouvelable, et pour mon mari, c'était plutôt un boycott de la KEPCO. Le résultat elle-même, on est tous les deux très contents. Donc, tout de suite, comme nous, on n'est pas très au courant de tout ce qui se passe, de toutes les nouveautés, et que nous faisons partie d'une coopérative de consommateurs qui s'appelle le Seikatsu Club, qui a des coopératives dans une grande partie du Japon. Et depuis 2016 aussi, le Seikatsu Club, excusez-moi, est devenu aussi fournisseur d'électricité. Je vais essayer de vous montrer. Juste un tout petit problème, je vais essayer de vous montrer en quoi ça consiste exactement. Bon, là, je montre tout de suite que je ne suis pas aussi douée que les personnes précédentes pour le partage d'écran et la manipulation technique. Voilà, on y arrive. Donc voilà, vous avez ici le guide de ma coopérative. Donc c'est un achat groupé de consommateurs d'électricité en passant par cette coopérative du Seikatsu Club qui a fondé cette société qui s'appelle Seikatsu Energy, qui fournit donc de l'électricité avec ces différents... Voilà comment ça marche. Donc, le Seikatsu Club est en relation avec des producteurs, beaucoup de petits producteurs. Donc, l'électricité provient d'éoliennes, d'énergie solaire. Il y a aussi une petite centrale hydraulique et de la biomasse. Donc, l'objectif global, c'est 100% d'énergie renouvelable. On n'y est pas encore. Maintenant, c'est à peu près 65%. Donc, on peut quand même se dire que voilà, les 2/3 de notre consommation électrique vient d'énergie renouvelable. Et je vais arrêter celle-là et vous montrer un tout petit peu. Je vous demande un peu d'indulgence et de patience. Il n'y a pas de souci, Aline. Et je tiens à signaler qu'on pourra mettre les liens sur le site de l'association après, ce qui permettra à tous les participants d'avoir accès à ce que les panélistes auront partagé. Donc, merci, Aline, pour tout ça. Arrive. Voilà. Donc, vous avez ici sur le site, comme pour François, hein, pour changer d'abonnement, en fait, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site. Bon, malheureusement, tout est en japonais. Et puis, de s'inscrire. On remplit vraiment, c'est un formulaire tout à fait standard, rien de particulier, qui ne prend pas beaucoup de temps. Et puis après, il y a simplement un petit délai. Ça prend à peu près 3 mois après la signature du contrat pour que tout se mette en place. Avec le Seikatsu Club, donc, les tarifs sont les mêmes. Il n'y a pas eu de changement de tarif. Donc ici, voilà, vous avez la carte du Japon avec tous les petits producteurs d'électricité qui travaillent en coopération avec le Seikatsu Club. Et donc, du point de vue pratique,
Ça, c'est voilà, l'énergie que nous consommons, là, c'était en 2019. Donc maintenant, ça a un tout petit peu augmenté. On en est à presque 65% d'énergie renouvelable. Et le reste, donc un tiers qui reste de l'énergie comme celle de la KEPCO. Donc, je reprends, excusez-moi. Du point de vue pratique, les démarches sont très simples. Il suffit d'aller sur le site, de s'inscrire, d'attendre 3 mois. Concrètement, ce qui a changé, il n'y a pas eu besoin de changer de compteur, il n'y a vraiment rien du tout. On n'a rien fait du tout à part remplir ce formulaire et attendre. Les tarifs sont les mêmes que… Je vais vous montrer ici. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de frais pour changer le contrat. Il n'y a pas eu de changement non plus dans la stabilité de l'approvisionnement en électricité. Et puis, c'est très simple. Voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Oui. Merci Aline. Alors effectivement, le discours un petit peu qu'on entend chez vous deux, c'est très facile à faire. C'est essentiellement une procédure administrative. En revanche, il y a quand même des différences entre les options qui sont proposées. Et notre prochain intervenant, Cédric Bertrand, va nous parler d'une autre option. Donc, on a entendu parler d'une entreprise qui est elle-même opératrice d'une coopérative maintenant chez Aline à Kyoto. Et pour ce troisième exemple, Cédric va nous parler d'une autre façon de faire. Je te laisse la parole, Cédric. Merci Raphaël, merci à tous. Voilà, vous voyez mon écran? C'est bon. Parfait. Bien, donc moi je suis passé aussi comme Aline via un système d'achat groupé, mais dans un système un peu différent puisque c'est un système qui correspond à une association entre des administrations et une société privée. L'administration donc veut lancer un programme pour développer les énergies renouvelables dans son périmètre et elle fait appel à une société, en l'occurrence une société hollandaise, iChooser, qui est spécialiste de ce domaine, qui gère le projet. Donc, le projet commence par une campagne de recrutement. Celle à laquelle j'ai participé, vous voyez ici le flyer à droite. C'est une campagne donc, qui était organisée principalement par Tokyoto, par la ville de Tokyo, mais qui regroupait aussi au total 9 administrations, dont les ken voisins de Tokyo, Kanagawa-ken, Chiba-ken et Saitama-ken, entre autres. C'était pour Tokyo la 3e campagne, donc c'est quelque chose qui, a priori, marche bien et qu'il renouvelle. Et par contre, il faut savoir que le calendrier est fixe, donc ce sont des campagnes qui sont ouvertes d'une certaine date jusqu'à une autre date. En l'occurrence, donc c'était ouvert pendant à peu près 3 mois, du 20 novembre de l'année dernière jusqu'au 15 février de cette année. Durant cette période, donc, il y a des webinars donc, qui sont organisés pour comprendre le projet, savoir comment ça marche avant de s'inscrire. La façon dont ça marche, c'est la diapositive précédente. Ça passe par une première étape ici donc d'enregistrement, d'inscription lors de la campagne. Donc, les consommateurs peuvent s'inscrire via Internet à la campagne. C'est sans aucune obligation et c'est pour l'instant à titre d'information, on va dire. Une fois la campagne terminée, donc, la société iChooser va procéder à un appel d'offres basé sur un certain nombre de critères, donc, et entre autres sur l'estimation de la quantité d'énergie nécessaire pour l'ensemble des personnes qui se sont inscrites. La société iChooser donc, va sélectionner le producteur qui répond à ces critères de qualité et qui offre le prix le plus faible.
Donc, vous voyez qu'on a déjà là un critère important qui est le prix. Et en troisième étape, cette société envoie à chaque personne qui s'est inscrite au préalable un devis estimatif avec donc une indication du prix auquel on peut s'attendre. Et c'est simplement à ce moment-là que les personnes qui se sont enregistrées peuvent confirmer leur intérêt ou simplement décliner et se retirer du programme sans aucun problème. Pour les personnes qui ont décidé donc de continuer et de participer à ce programme d'achat groupé, la dernière étape, numéro 5, consiste à gérer la désinscription auprès du fournisseur précédent pour passer donc à la nouvelle société. Dans mon expérience personnelle, j'ai participé à la dernière campagne de Tokyoto. Il y avait presque 7000 familles, ou plutôt consommateurs, puisque ce ne sont pas uniquement des familles, qui s'étaient inscrites pendant la campagne. Et deux choix étaient possibles. On pouvait choisir entre une option 30% renouvelable ou une option 100% renouvelable, mais a priori un peu plus chère. Et comme je dirais l'aspect écologique était important pour moi et ma femme, on a choisi l'option 100% renouvelable. Au vu du devis que nous a fourni iChooser, donc l'économie par rapport au contrat précédent est estimée à 11%. Donc, à confirmer, nous sommes toujours donc dans la période de transition et je n'ai pas encore vu les factures réelles, mais a priori, donc, on devrait avoir un prix plus intéressant que le fournisseur précédent qui était TEPCO. Le nouveau contrat donc va être directement avec le fournisseur sélectionné qui se trouve être Mitsu Loco, qui est a priori une grosse entreprise, d'après ce que j'ai vu après en me renseignant sur le net. Et dans l'ensemble, on a trouvé que c'était un processus simple, sans problème majeur. Le seul problème qu'on a en ce moment, c'est pour arrêter mon contrat avec TEPCO, qui a du mal à trouver mon contrat dans leur base de données. Mais donc, il n'a rien à voir avec le processus et le nouveau fournisseur. Les inconvénients qu'il y en a, c'est déjà que c'est tout en japonais, ce qui peut être un inconvénient rédhibitoire pour chacun, pour certains. C'est aussi des programmes donc, qui fonctionnent selon des dates fixes. Donc, si on vient d'en rater un, il faut parfois attendre 6 mois, voire 1 an. Un autre point que m'a remonté ma femme qui s'en est occupée, c'est que le fait d'avoir deux organismes, à la fois une administration et une société privée qui gèrent le programme, fait que c'est parfois pas évident de savoir à qui s'adresser. Dans l'ensemble, donc, ça s'est quand même très bien passé et on en est jusqu'à là très content. Il faut savoir donc que ça n'est pas limité à la région de Tokyo. Le même principe fonctionne pour d'autres administrations. Vous avez sur le côté gauche ici une liste de 3 programmes. Le premier, c'est celui auquel j'ai participé. Il y en a un autre qui malheureusement est terminé, qui était pour 2 municipalités autour de Osaka. Et il y a en ce moment un programme en cours pour la ville de Kyoto et la préfecture de Kyoto, qui, je crois, se termine prochainement. En plus de cette possibilité d'achat d'électricité groupée, cette société iChooser fonctionne sur le même principe de coopération entre une administration et cette société, propose aussi des achats groupés de panneaux solaires donc pour réduire le prix et j'imagine aussi peut-être simplifier les formalités pour le groupe de consommateurs. Donc, il y a en ce moment 2 projets en cours, un pour la préfecture de Kanagawa et un autre pour la préfecture de Kyoto. J'ai vu aussi, en cherchant sur le net,
le résultat d'un appel d'offres entre la préfecture de Nagano et cette société iChooser. Donc, je pense qu'on devrait voir aussi prochainement ce type de projet dans la préfecture de Nagano. Voilà, donc c'était le résumé très rapide de mon expérience. Et je te laisse la parole, Raphaël. Merci Cédric et merci à tous. Alors, je vais inviter les panélistes à rallumer leur vidéo et leur micro de telle sorte qu'on puisse prendre des questions et répondre à ce que notre auditoire nous demande. Donc, j'ai vu que certains d'entre vous, Alexandre et Guillaume, vous avez déjà commencé à répondre à des questions par écrit, mais je pense que ce serait bien d'en sélectionner quelques-unes. Donc, je vais commencer par une question qui est posée à propos de l'éolien offshore. Est-ce que ça se développe beaucoup au Japon? Alors, Guillaume, a priori, ce serait une question pour toi qui a commencé à ouvrir le débat. Tu as effectivement parlé de l'éolien en général. Là, il s'agirait spécifiquement de l'éolien où le mode de production est à l'extérieur du territoire solide. Qu'en est-il? Alors, je ne sais pas exactement pour le Japon, mais il est vrai que l'éolien offshore est une possibilité. Que ça se développe, ça se développe en France, en Europe. L'un des inconvénients de l'éolien offshore se trouve au niveau de la turbine, qui utilise des aimants permanents, qui utilisent donc des terres rares qui sont produites à 90% en Chine. Donc, il y a de nouvelles technologies qui se développent. Et après aussi, sur l'éolien offshore, il y a un nouveau type d'éolien qui est celui d'utiliser les courants marins. Parce que eux aussi, les courants continuent de tourner. Et donc, en fait, plutôt que de placer la turbine l'éolienne dans l'air, ce serait de la placer dans l'eau pour récupérer l'énergie des courants. Je sais qu'il y a déjà quelques projets qui sont en cours, mais ça reste, en tout cas, le sous-marin reste très, 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 très marginal. Par contre, les champs d'éoliennes, ça se développe. Au Japon, je ne sais pas. Je le dis clairement. Il faudra faire un suivi additionnel. Donc, merci Guillaume pour ça. Alors, moi, j'ai une question à poser à Aline. Quand ta famille s'est posé cette question de changer de fournisseur, tu as bien expliqué quel était le facteur déclencheur pour vous. Est-ce que tu pourrais nous parler des différentes options que vous avez explorées à l'époque? Parce que tu as fini par choisir cette coopérative de consommateurs, mais est-ce que tu as, à l'époque, regardé d'autres options? Alors, je vais être très franche avec toi, Raphaël. Non. On a choisi la solution, en fait, la plus simple, parce que dans les nombreux catalogues et papiers qu'on reçoit chaque semaine, ça c'est un peu dommage, de notre coopérative, une fois ou deux fois par an, on a une campagne d'adhésion à leur fournisseur d'électricité. Et ça tombait pile. En fait, on venait de recevoir l'enveloppe avec les papiers et puis Kansai Denyoku a annoncé qu'ils allaient remettre la centrale nucléaire Oi en marche. Donc, mon mari m'a dit « Elle est où l'enveloppe ?» Et ça s'est fait très vite. Voilà, donc je suis désolée. On est un petit peu, chez nous, on est un petit peu paresseux. Donc, j'avais oublié de dire une chose, c'est que la seule différence, en fait, pour nous, c'est qu'on n'a plus le petit papier dans la boîte aux lettres qui nous dit donc, il faut faire l'effort d'aller sur le site, sur notre compte, voir combien on consomme. Et j'avoue qu'on ne le fait pas très souvent. Voilà, c'est tout. Merci de cette précision, Aline. Alors, je voudrais revenir à
un élément que François a soulevé tout à l'heure et peut-être ouvrir la réponse à plusieurs d'entre vous. La question est de savoir comment est-ce qu'on choisit son énergie de manière technique. Et donc, François, tu expliquais tout à l'heure qu'en fait, l'énergie, elle est mélangée. Enfin, il s'agit de l'énergie qui est disponible sur le réseau électrique national. Il s'agit en l'occurrence d'une question contractuelle, pas d'une question de sélection physique de l'énergie. Peut-être entre Alexandre et toi, vous pourriez nous en dire davantage sur la façon dont les producteurs mettent à disposition leur énergie sur le réseau. Ça va être plutôt Alexandre, je pense. Je sais qu'en tant que consommateur de Mina Denryoku, je peux, par mes choix, favoriser tel ou tel petit producteur. Il y a un catalogue de producteurs, on peut dire qu'on les choisit. Et ça veut dire qu'une plus grande part d'électricité leur sera achetée et ça va les booster. Je n'ai jamais utilisé cette fonction de Mina Denryoku, donc je peux pas en dire plus. Alors en soi, sur le site internet, on donne accès en fait à tous les différents producteurs qu'on propose et donc après, bah, ça dépend des critères que vous voulez choisir parce qu'il y a différents types d'électricité qu'on propose. Je n'avais pas donné la liste tout à l'heure pendant la présentation, sauf qu'on fait solaire, éolien, géothermal, hydraulique et biomasse. Donc déjà, en fait, en fonction de comment est créé, parce que ce qu'avait expliqué Guillaume, c'est que la création consomme beaucoup d'énergie. Si ça vous pose tant de problèmes que ça, vous pouvez choisir entre les différentes énergies renouvelables. Mais surtout, en fait, le côté de choisir, c'est plutôt choisir quelqu'un de la communauté. Comme ça, on peut se rapprocher en fait des gens. Et c'était le côté humain qu'on veut vraiment apporter avec l'entreprise. Donc, c'est moins du côté vraiment l'électricité en soi, mais c'est plutôt du côté de la personne en face de nous qui nous fournit l'énergie, qui est cette personne en fait. Merci Alexandre et François de ces précisions. Maintenant, je voudrais me tourner vers Cédric, te poser la même colle qu'à Aline tout à l'heure. Quand vous vous êtes posé la question dans ton foyer, est-ce que vous avez regardé différentes options ou est-ce que vous êtes vraiment concentré sur cette option dès le début? Faut que tu allumes ton micro. Merci. On a été paresseux aussi. Ça faisait un certain temps que je voulais changer effectivement pour un programme, je dirais, plus vert, mais je ne voyais pas très comment, et ma femme a trouvé un prospectus donc, de la ville de Tokyo qui présentait ce programme. Donc, on a sauté sur l'occasion. Ouais, alors, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu une expérience un petit peu similaire où j'étais prêt à changer et ce qui a été déclencheur, c'est la visite d'un représentant d'une entreprise qui m'a vendu un contrat pas du tout vert. J'ai fini par découvrir au bout de ma deuxième facture que ce n'était pas en plus une bonne idée d'un point de vue financier non plus. Du coup, je pense que je vais faire usage des informations que vous aurez partagées ce soir pour aller revoir ça. Je souhaiterais rajouter un petit peu de discussion sur la question du mix énergétique. Donc, plusieurs personnes ce soir ont soulevé la question du nucléaire. Donc, Aline parlait du fait que c'était le facteur déclencheur de son choix. Il est bien clair que d'un point de vue du bilan CO2, le nucléaire est positif, mais on a vu bien dans ce pays que le CO2, ça n'est pas suffisant comme analyse. Qu'est-ce que l'évolution du mix au Japon, comment est-ce que ça se présente? Peut-être Guillaume ou même Alexandre, je ne sais pas si c'est des choses sur lesquelles vous avez des vues au sein de Mina Denryoku, mais le plan de rouverture des centrales présenté par le gouvernement japonais et qui est mis en œuvre, donc Aline parlait des conséquences pratiques localement, ça se fait centrale par centrale. Ça va quand même beaucoup plus lentement que ce qui avait été annoncé sous Abe il y a quelques années. À quoi on peut s'attendre sur les 5 prochaines années? Est-ce que le parc nucléaire japonais va redémarrer?
Alexandre hoche la tête de manière Non, hésitante. je laisse la parole à Guillaume. J'en sais rien parce que, comme Raphaël vient de le dire, le redémarrage des centrales a pris, enfin, par rapport au programme initial prévu par le gouvernement de la réouverture des centrales, prend beaucoup plus de temps dû à la réaction des populations locales. Ce sont les personnes qui habitent à proximité des centrales qui ont manifesté leur mécontentement au niveau municipal et préfectoral et qui retardent l'ouverture des centrales par rapport au fonctionnement du Japon. Il y a des questions sur, j'ai vu que dans le Q&A, il y avait des questions donc, voilà, sur le nucléaire. Oui, voilà, après, c'est mon avis personnel. Hein. Le nucléaire, quand on produit de l'énergie à partir de nucléaire, n'émet pas de CO2. Il émet juste de la vapeur d'eau, parce qu'on fait chauffer de l'eau avec de la réaction nucléaire. Mais il y a la question du retraitement des déchets, de la durée pendant laquelle on va les retraiter, du démantèlement des centrales. On n'a jamais été capable de démanteler une centrale, même en France. Donc, pour moi, je comprends que que le nucléaire puisse être fasse partie du mix énergétique, mais il faut aussi penser aux conséquences à long terme, comme on pense aux conséquences du CO2. Et puis là, on est en train de parler de laisser des déchets d'enterrer des déchets pour 100 000 ans, quoi. Mais voilà, après, ça ne reste que mon avis. Je n'engage personne à le suivre. Merci Guillaume. François, tu avais l'air d'avoir un truc à apporter là-dessus? Oui, par rapport à, tu parlais de qu'est-ce qu'on pouvait imaginer de l'évolution du Japon sur cette question. Il y a un phénomène qui se passe en ce moment qui était assez inimaginable il y a 10 ans, c'est qu'une partie non négligeable, d'habitude antinucléaire, c'est un thème plutôt des partis d'opposition. Il y a une part non négligeable du Jiminto, donc du Parti libéral-démocrate qui gouverne ce pays, qui s'exprime aujourd'hui contre le nucléaire en disant que c'est pas un bon choix. Pendant longtemps, il y avait une personne, c'était l'ancien Premier ministre Koizumi Junichiro, qui était un petit peu qui est un petit peu un original par rapport à son parti. On sait qu'aujourd'hui, un probable futur Premier ministrable comme Kono Taro, qui est actuellement le ministre de la réforme administrative, et M. Vaccin s'est toujours exprimé ces derniers temps, depuis plusieurs années, contre le nucléaire. Et tout à l'heure, je regardais les titres des actualités à la télévision, et un des titres, c'était un parlementaire du Parti libéral-démocrate qui s'était fait remarquer parce qu'il venait faire une conférence. Il est aussi antinucléaire que Kono Taro, et il a fait une conférence aujourd'hui où il a dit l'économie japonaise totalement décarbonée en 2050, ça veut dire 100% de renouvelables. Parce que ce que Suga avait annoncé, c'était, quand on dit totalement décarboné, ça peut contenir du nucléaire. Alors, le PLD est divisé sur la question, mais j'ai l'impression qu'il y a un basculement qui accompagne l'opinion publique, et le fait que voilà, des parlementaires importants du Parti libéral-démocrate s'expriment, et plus seulement un, mais un groupe, fait qu'on assiste peut-être à un basculement du Japon. Enfin, je pense que c'est plausible, oui. Merci François. Alors, il y a une question à laquelle je vais répondre rapidement. J'ai regardé ça sur Internet. Quelle est la part actuelle du mix énergétique japonais qui est renouvelable? Il s'agit de 10% du total. Il y a une domination extrême des hydrocarbures.
que ce soit gaz, charbon ou pétrole et autres liquides. Le nucléaire, à l'heure actuelle, représente 3% du total, en plus de ces 10% qui seront représentés par l'hydroélectrique et les autres sources renouvelables. Je souhaite me tourner vers ceux d'entre vous qui ont fait effectivement ce changement et répondre à une question qui est posée sur beaucoup plus pratique. Faut-il dénoncer le contrat avec son fournisseur actuel avant de passer à un nouveau fournisseur? Donc, si j'ai un effort à faire, à quel point est-ce compliqué? Peut-être, Aline, tu veux nous dire comment ça s'est passé pour toi, et puis les deux autres qui ont fait le changement, vous nous direz si ça correspond. Dans notre cas, on a simplement donc rempli le formulaire et après, c'est le nouveau fournisseur qui s'est occupé de tout. Donc, il y a eu un délai de 3 mois pour que ça se mette en place, mais vraiment, on n'a pas eu à dénoncer de contrat, vraiment rien du tout. On a juste vraiment un formulaire très simple. Même chose chez Minna Denryoku, c'est le nouvel opérateur qui a fait le nécessaire. J'étais à TEPCO avant. Et pareil, le formulaire est rempli sur Internet. Moi, c'est à peu près un mois plus tard que l'abonnement s'est mis en place et je n'ai eu rien du tout à faire par rapport à TEPCO. Cédric, toi, ton processus était un petit peu plus sophistiqué, mais pareil, pas d'interaction avec l'ancien opérateur. Voilà, moi, c'est similaire, hein, puisque la société iChooser s'occupe aussi du transfert de contrat. Il se trouve qu'en tant que... Alors, pour des raisons personnelles même, on n'a pas pu suivre le calendrier exact. C'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec des problèmes un peu inhabituels. Mais normalement, il n'y a pas besoin de s'occuper du changement de contrat. C'est la société qui est iChooser qui s'en occupe. Excellent. Je voudrais arriver à une forme de conclusion parce qu'on a utilisé le temps qui nous est imparti ce soir. Je voudrais remercier tous nos intervenants pour une conférence très riche en enseignements. Je pense que le thème de la fainéantise est quand même revenu de la part de gens qui ont fait un effort. Donc, je tiens quand même à vous remercier de cet effort fait. Alexandre, on n'a pas du tout eu l'occasion de parler de cette question de cette partie de ton travail qui a à faire avec la blockchain. Du coup, je sais que ça intéressait quand même un certain nombre d'auditeurs. Est-ce que tu voudrais en 3 minutes nous dire en quoi, dans ton travail, la blockchain est pertinente? Merci. Alors, j'ai pas préparé ça, mais donc je travaille sur la blockchain parce que aujourd'hui le point important de Minna Denryoku, c'est la transparence, et donc la blockchain rentre totalement en fait dans ces critères-là, parce que la blockchain en soi, la définition, c'est un registre de transactions qui est immuable, donc on ne peut pas enlever de transactions comparé à la base de données. Donc, ça prouve bien que genre, les échanges ont bien été faits, et s'il y a une erreur, elle est directement notissable. On peut directement la voir. Alors, par rapport à moi, à mon travail, ce que je fais, c'est... en ce moment, on essaie de trouver une nouvelle solution, mais pour l'instant, Minna Denryoku ne propose pas directement la blockchain à nos consommateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous faisons, c'est 2 mois après que les échanges ont été faits, on envoie en fait toutes les données sur la blockchain, et nous contrôlons en fait tous les comptes qui sont utilisés sur la blockchain. Mais dans mon équipe, depuis l'année dernière, et on compte finir le projet dans l'année prochaine ou dans 2 ans, ce serait d'utiliser le côté peer-to-peer de la blockchain, donc c'est-à-dire que les gens puissent décentraliser un peu tout ça, et que les gens puissent s'échanger entre eux directement l'énergie. Et donc, en fait, n'importe qui aura son propre compte et pourra directement en fait, avoir un contact avec le réseau. Donc, pour l'instant, c'est en cours de développement, on fait encore des recherches sur ça.
Mais voilà. Et donc après, pour la blockchain, je ne sais pas trop quoi dire de plus, à part, enfin, s'il y a des questions précises, je peux y répondre, mais bon, voilà. Merci Alexandre. Je trouve quand même assez intéressant qui est cet aspect technologique et dans toutes les questions qui ont trait à la confiance que les consommateurs vont pouvoir avoir dans le système auquel ils participent, sachant qu'on est quand même dans un système où il est virtuellement impossible aux consommateurs de contrôler quoi que ce soit. Du coup, il y a vraiment une problématique de choix des fournisseurs et d'images qu'ils peuvent avoir. Et je pense que ce qu'on a vu ce soir, c'est qu'il y a un effort à faire du côté de la production. Hein, et je pense que la question du mix énergétique est absolument fondamentale, tant qu'on produit essentiellement l'énergie sur la base d'hydrocarbures. On ne peut pas faire grand-chose pour réduire que ce soit les émissions de gaz carbonique ou d'autres types de pollution. Donc, il y a un effort côté production, mais il y a aussi, pour encourager l'investissement dans cet effort de production, un effort au niveau de la consommation. Et les différents exemples dont on a parlé ce soir permettent de mettre en avant des démarches individuelles qui, mises bout à bout, finissent par faire changer le climat politique et on peut espérer les politiques énergétiques, les politiques industrielles énergétiques du pays. François, merci de ces précisions sur les aspects politiques. Je pense que même si beaucoup d'entre nous étaient au Japon lors de l'éphémère gouvernement du Parti démocrate, dans l'ensemble, le parti libéral-démocrate est celui qui importe dans ce pays. Et du coup, les changements au sein des factions du PLD sont quand même... c'est ça qui va déterminer notre avenir, sans vouloir préjuger des élections à venir plus tard cette année. Il me reste à remercier tous les participants ainsi que vous, les intervenants, de nous avoir rejoints ce soir. Je vous invite à visiter le site web de l'association où nous publierons les différents documents qui ont été partagés, documents ou liens qui ont été partagés ce soir. Si vous avez l'occasion d'aller faire un tour sur bookinerie.jp, vous pourrez acheter des livres d'occasion ou bien donner des livres au fonctionnement de la bouquinerie solidaire, ainsi que, si le cœur vous en dit, faire un don à l'association. L'abonnement Zoom qui nous permet d'organiser ce webinaire ce soir fait partie des dépenses qui ont été maintenues par l'association cette année. Et du coup, si parmi d'entre vous, parmi les participants, quelques d'entre vous souhaitent mettre la main à la poche, ce sera toujours apprécié. Nous nous retrouverons lors d'un programme suivant. Nous avons un certain nombre d'autres conférences qui sont en cours de préparation. Je vous invite à rejoindre l'association si vous avez des sujets à partager, des questions qui vous intéressent et qui vous semblent faire partie de ce qui est important de débattre en public de manière démocratique et ouverte comme on a pu le faire ce soir. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Je vous remercie énormément de votre participation et à bientôt.